l'intervention suivante, qui est celle de Madame Marie Magnien, chef de bureau au service du contrôle fiscal, expertise juridique, à la Direction générale des finances publiques, et Marc Lamordegueil, qui va s'installer à côté. Et il va s'instaurer un dialogue. Je vais laisser Madame Magnien peut-être déjà préciser, donner quelques indications premières, et on va parler en particulier de la charte et est-ce que je peux les appeler les mesures de tempérance ou d'accompagnement, voilà, les mesures d'accompagnement qui sont d'ailleurs très souvent mises en place par l'administration pour permettre aux contribuables, aux utilisateurs, aux différentes parties prenantes, on a vu pour les éditeurs, c'est quand même beaucoup de boulot, de bien ajuster le tir, de bien aller dans une démarche de progrès afin d'aboutir dans un délai raisonnable, je dirais. Je ne donne pas de délai, mais enfin, je ne sais pas si dans la charte, on dit dans l'année... Dans la charte, on s'engage sur un délai, mais c'est le délai que l'entreprise mettra pour ce qu'elle mettra, voilà, d'accord. Et l'anticipe. Voilà. Eh bien, je vous laisse, Madame Magnien, peut-être déjà intervenir. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter les mesures d'accompagnement que nous avons prévues pour cette nouvelle obligation, une obligation qui est rentrée en vigueur le 1er janvier de cette année par le vote de l'article 105 de la loi de finances pour 2018, article qui recentre l'obligation initialement prévue en 2015 qui concernait un large panel de logiciels de comptabilité, de gestion et aussi de caisse, qui a été recentré donc l'année dernière sur les seuls logiciels et systèmes de caisse. Peut-être première précision par rapport à ce qu'on peut lire parfois dans la presse, les mesures d'accompagnement ou de tempérance ne consistent pas à reporter l'entrée en vigueur du dispositif, qui est confirmé, voilà, je le redis, au 1er janvier 2018. Pour autant, nous sommes bien conscients dans l'administration de la complexité du dispositif, des clarifications qu'il faut encore apporter sur les dispositions techniques, les implications qu'elles ont pour vous. Et voilà, il faut laisser du temps pour mettre en œuvre cette nouvelle obligation. Et donc, conformément à ce qu'avait dit le ministre à l'été dernier, nous allons, l'administration, accompagner les entreprises. Alors, en quoi consiste-t-il cet accompagnement? Dans un premier temps, un travail de pédagogie. Donc, tout d'abord, la publication aussi vite que possible, en tout début d'année, je pense, j'espère, avant le printemps, et après consultation des parties prenantes. Donc, comme c'était annoncé ce matin, donc, via le MEDEF, la CGPME, mais également l'Académie, car elle rassemble un grand nombre d'intervenants divers, donc c'est important pour nous d'avoir des points de vue variés des utilisateurs. Et donc, publication, comme je le disais, de l'instruction qui va commenter la nouvelle obligation légale, puisque l'obligation légale était rédigée de manière synthétique et générale. Or, il faut la décliner en conception pratique pour vous tous. Également, tout un aspect de communication, présence aujourd'hui parmi vous, et de diffusion d'éléments pédagogiques. La FAQ est un élément, par exemple. Elle est toujours disponible sur le site impôt.gouv.fr. Deuxième aspect important, et c'est également un engagement du ministre, une mise en œuvre appliquée, mesurée de la loi, et en particulier des pouvoirs de contrôle et de sanction de l'administration. Donc on a diffusé des préconisations au service en ce sens pour que nous laissions le temps aux entreprises de se mettre en conformité. Alors concrètement, comme M. Lamordegueil l'avait dit ce matin, la loi nous permet, avec l'article L80O du livre des procédures fiscales, de réaliser des contrôles inopinés, ce qui peut être un peu intrusif, un peu inquiétant pour une entreprise. Et nous ne la mettrons pas en œuvre telle qu'elle en 2018. Nous vérifierons cependant la possession de certificats ou d'attestations, mais seulement dans le cadre de vérification de comptabilité sur place. L'un des 45 000 contrôles qui a lieu chaque année, comme le disait Maïté Gabet ce matin. Et donc ce sera annoncé. Donc, après la première intervention sur place, le vérificateur, s'il constate qu'il y a effectivement des caisses, des logiciels de caisse,
dira « Vous recevrez un avis de contrôle du respect de cette obligation. Je reviendrai à une date ultérieure pour réaliser ce contrôle. » Deuxième aspect qui peut éventuellement rassurer, ce contrôle sera limité à un contrôle matériel de respect de l'obligation de détention du certificat ou de l'attestation. Ce n'est pas un contrôle informatique du type L47A2 vérifiant les fonctionnalités du logiciel. On cherche juste à vérifier que les entreprises se sont conformées à cette nouvelle obligation. On fait les démarches pour s'assurer que leur logiciel était conforme. Ça peut être l'occasion de vérifier, de faire un peu de pédagogie, de vérifier que les entreprises sont bien au courant de leurs nouvelles obligations pour l'ensemble de leur système, dans les cas où les logiciels sont divers en fonction de vente sur place ou vente à distance, enfin, ou vente en itinérance. Alors, que se passe-t-il si le vérificateur se rend compte que le système de caisse n'est pas conforme ou pas complètement conforme? Nous serons mesurés dans l'application de la sanction, puisque la sanction est importante. Je le rappelle, 7 500 € par logiciel ou système de caisse non conforme. Et avec la possibilité que nous donne la loi de renouveler le contrôle et en cas de non-conformité, de réappliquer l'amende 60 jours après. Nous ne ferons pas ça la première année. On tiendra compte de la bonne foi et des démarches engagées par l'entreprise pour se placer sur une trajectoire de mise en conformité. Alors plus précisément, ce sera fondé sur les observations faites par le vérificateur lors de son contrôle sur place, de ses échanges avec l'entreprise et des preuves matérielles qu'il aurait pu rassembler. Donc la bonne foi de l'entreprise, que lui dit l'entreprise sur sa démarche? Est-ce qu'elle s'est tenue au courant? Est-ce qu'elle a contacté son éditeur? Ou au contraire, est-ce qu'elle fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas savoir qu'elle est dans le champ de l'obligation? Et d'autre part, toutes les démarches qu'elle a pu engager, toutes les preuves qu'elle peut en donner. Je vais vous citer des exemples. Ce n'est pas limitatif, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce dont on tiendra compte. Alors si l'entreprise a envoyé un mail qu'elle pourra nous présenter avec la demande d'un devis à son éditeur, que l'éditeur lui a envoyé un devis, qu'elle a signé, elle a versé un acompte pour se mettre en conformité, et qu'elle a pris une date, un rendez-vous pour une intervention pour mettre à jour son logiciel, même avec plusieurs mois de décalage par rapport à l'obligation légale de mise en conformité, on n'appliquera pas l'amende. Autre exemple, si l'entreprise présente l'exemple de papier d'engagement que M. Lamordegas lui présentera ensuite, ainsi qu'une prise de rendez-vous, un devis, un acompte, voilà, ce sera des éléments factuels que le vérificateur prendra en compte pour ne pas appliquer la sanction la première année, qui sera la preuve d'un engagement sur une trajectoire de mise en conformité, dont on est bien conscient que pour certaines entreprises, ça représente des mois de travail. Alors peut-être, enfin, on parlait de la charte, juste quand même préciser un ou deux points. Je suis expert comptable, j'émets des dizaines de factures, je reçois des chèques de la part de mes clients, j'ai un logiciel, disons 7, au hasard. Je dois changer quoi là? Moi, ça me trouble parce que est-ce que je reçois des chèques, ma secrétaire me les soumet, je les endosse, ça part à la banque pour encaissement. Et j'ai un logiciel qui est ancien. Alors, est-ce qu'il va falloir que je le fiche à la poubelle et que je rachète à grands frais le nouveau logiciel qui est conforme? Pas nécessairement. Alors, premier réflexe, on appelle son fournisseur de logiciel. On demande une attestation pour son numéro de caisse ou de logiciel. Alors, si tout va bien, il envoie une attestation ou un certificat. Si ce n'est pas le cas, il peut proposer soit une intervention de maintenance pour mettre à jour quelques fonctionnalités qui ne seraient pas conformes. Il peut également proposer une mise à jour complète du logiciel. Et dans certains cas, c'est vrai, il peut être obligatoire de changer complètement de logiciel ou système. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif premier et c'est a priori pas le cas le plus fréquent. En général, ça passe par une mise à jour d'une partie du logiciel. Sage, il est où le monsieur de Sage?
Voilà, comment ça se passe là? Vous venez demain dans mon cabinet, vous bricolez 2 ou 3 machins. Ça, non, c'est... Non, mais je veux dire, comme c'est l'ancienne version, non. C'est vous qui allez... D'accord. D'accord, parfait. Si le logiciel que vous utilisez, j'entendais ce matin une question il n'y a plus d'éditeur ou ne peut pas être mis à jour, il y a un nouvel équipement qui devrait être utilisé par le client. D'accord. Si tu as une ancienne version et que la nouvelle version est conforme, tu ne peux pas échapper à la mise en conformité où tu reviens à une tenue papier. Où tu changes d'éditeur. Voilà, c'est ça l'alternative. Donc ça veut dire pour nos confrères et consoeurs présents, pour les TPE aussi, mais enfin, il y a là une vérification et il faut, comme vous le disiez très justement, interpeller, envoyer un mail, enfin, demander à l'éditeur qui nous a équipés si on est conforme, s'il va mettre en conformité, etc., etc. Je peux me permettre un léger complément. Oui. La date d'édition du logiciel ne présume pas de sa compatibilité avec la loi. On peut imaginer des logiciels anciens ou des caisses anciennes qui respectent tout à fait les conditions de sécurité. Par exemple, tout à fait. Voilà. Et par contre, je parle évidemment de la petite entreprise. Encore une fois, elle n'est pas obligée d'utiliser un logiciel pour tenir sa caisse. Elle peut tenir une caisse papier. Elle peut revenir à la caisse papier, mais la problématique est simple, c'est il faut qu'elle le fasse régulièrement et dans des règles de forme, c'est-à-dire pas au crayon de papier et avec une gomme. Et deuxièmement, ça suppose en pratique peu de volume. Ouais. Dès qu'il y a du volume, c'est impossible. Pour un boulanger, c'est impossible. Mais on peut donner des échelles de prix pour un boulanger ou pour une petite entreprise. Une caisse enregistreuse de base, ça coûte de base, pas avec beaucoup de fonctions, entre 350 et 600 € aujourd'hui. D'accord. Certes, il y a des caisses beaucoup plus complexes à base de PC où le prix est plus important, on parle en milliers d'euros, voire en dizaines de milliers d'euros. Ça dépend de l'étendue des fonctions, en fait. Quant au logiciel, les experts comptables, on sait qu'ils sont toujours trop chers, mais de toute façon... C'est d'accord. Alors peut-être c'est l'occasion de parler de cette charte. Oui. Donc c'est le cas, ce que nous avons voulu viser, c'est le cas de l'entreprise qui a un système complexe et pour lequel il y a des travaux de mise en conformité importants. Et on part éventuellement dans une démarche d'attestation, éventuellement de certification. Mais vous avez vu que pour la certification, il est possible de s'adresser à l'éditeur et c'est recommandé. C'est plus que recommandé puisque cette année, si le vérificateur vient, il va vous demander le mail, la lettre, le courrier, voire le courrier avec AR que vous envoyez à l'éditeur. Parce qu'il y a des éditeurs qui ne veulent pas forcément se mettre en conformité parce que c'est une problématique de marché et de coût. Et qu'ils estiment qu'ils ne vont pas redévelopper cette version. Donc, ayez la preuve que vous engagez la démarche. Donc cette charte, on l'a revue avec vous, madame, c'est un document en 2 parties que vous avez sur vos chaises, là, qui est distribué, et une partie donc à remplir donc, côté éditeur, et éventuellement une partie côté entreprise, et rien ne vous empêche de l'envoyer à votre éditeur pour engagement, et faire un planning avec lui, parce que c'est sur quoi l'équipe de madame Magnin a insisté, c'est-à-dire... que vous attendez, c'est quand même un engagement concret sur des délais. Ça peut être accompagné d'un devis, ça peut être accompagné d'un bon de commande, c'est encore mieux. Mais déjà, s'il y a un engagement sur les délais. Et ce sujet, il est particulièrement vrai, évidemment, pour les entreprises qui développent leur logiciel en interne et qui veulent aller éventuellement vers la certification, qui ne sont pas encore prêtes, qui vont déposer un dossier au certificateur après. Voilà, vous avez un moyen de vous engager. Et c'est une proposition de l'Académie et de l'Ordre d'ailleurs, et des éditeurs surtout. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, elle sera sur le site de l'Académie et elle sera téléchargeable. Tout à fait. Et ça, madame, pardon, c'est un document que vous avez, vos services ont regardé et qui vous paraît de qualité par rapport à l'objectif. Disons qu'il contient les éléments sur lesquels nous allons baser notre appréciation. D'accord. Différemment. Elle n'est pas obligatoire, cette charte. Non. C'est une façon de vous rassurer, d'être sûr que les éléments qui nous sont utiles sont effectivement présents. Très bien, merci. Rien ne vous empêche de déposer un dossier de certification au LNE, avec la difficulté, c'est de se préparer, et les délais. Et aujourd'hui, il risque d'y avoir... Je suis désolé de dire ça pour le LNE, mais c'est vrai pour AFNOR aussi, un goulot d'étranglement si tout le monde se précipite, et se précipite sans être prêt. Il y a un gros travail d'anticipation, de préparation, comme disait
tout à l'heure les éditeurs. Donc la première chose à faire, c'est un diagnostic, éventuellement un audit à blanc quand vous êtes prêt, et ensuite engager la démarche de certification. Vous pouvez faire la même chose du côté de l'attestation. C'est le but du groupe de travail que de reprendre les mêmes pratiques et vous proposer une approche et des démarches pour vous préparer. Ça sera évidemment tout ça publié sur le site de l'Académie, William. Mais moi, j'avais une question, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, qui était une demande de précision à Madame Magnien. C'était la question de l'enregistrement des règlements clients. Puisque ce matin, on évoquait le fait que dans le texte de loi, le nouveau, il n'y a plus la mention, contrairement au texte d'il y a 2 ans, de la notion d'enregistrement des paiements clients. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce que vous nous aviez écrit dans la FAQ d'août eh bien, toujours sera présent dans l'instruction, a priori? Tout à fait, sera présent dans l'instruction, puisque l'article de loi de la fin de l'année dernière n'avait pas vocation à revenir sur le champ qui était présent dans l'instruction précédente. Donc ce sera toujours, en fait, on cherche à certifier la traçabilité des règlements des clients. Ou pas des factures, ou pas des tickets de caisse, voilà. C'est vraiment ça qu'on cherche. Par contre, il y a un sujet au derrière qui est très important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la donnée? Est-ce que vous évoquiez tout à l'heure la donnée d'origine? Je pense qu'il faut vraiment souligner ce point-là. Exactement. Ce qu'on cherche à certifier, à sécuriser, c'est la donnée d'origine qui permet de reconstituer un paiement et puis au final un enregistrement dans la comptabilité. Ça veut dire le bon de commande, ça veut dire le contrat, ça veut dire la livraison, un acompte éventuellement, tout ce qui est sur le parcours, c'est bien ça. Tout cela sera précisé dans l'instruction. Donc vous voyez l'impact sur le système. Qui est prévu dans les prochains mois. Voilà. D'accord. Donc dans un ERP, ça peut avoir un impact extrêmement important. Dans un logiciel de base de facturation aussi. Bien sûr. Donc ça explique le temps pour se préparer et la charte. Voilà. Parfait. Très bien. Peut-être qu'il y a une ou deux questions pour Mme Magnien. Oui, est-ce on peut que... en profiter lâchement, excusez-moi. Mais... Olivier, tu as des questions avec l'éclairage, je ne vois pas. Tu as des questions? D'accord. Il fait des gestes comme ça a l'air de vouloir dire qu'il n'y a pas de questions. Il y en a, mais on va les rassembler. On va les rassembler, mais évidemment, encore une fois, vous trouverez sur le site de l'Académie et de l'Ordre les questions-réponses dans quelques temps. Alors moi, si tu me permets, j'ai profité de la présence de Mme Magnien oui. pour un sujet qu'on a un peu évoqué ce matin indirectement, sur lequel, si elle pouvait nous apporter une précision qu'elle nous a apportée par écrit, mais qui intéresse tout le monde, qui est hors de la caisse, qui est un sujet sur la validation des écritures et le FEC. On a évoqué ensemble des tolérances pour l'expert comptable. Est-ce que vous pouvez nous confirmer simplement cette tolérance pour les petits dossiers? En effet, on aura une approche tolérante pour les petites entreprises, donc quel que soit leur secteur d'activité, lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils, alors que je n'ai plus tout à fait en tête, mais c'est 1,5 million pour les biens, 600 000 euros pour les services, un peu moins encore pour les bénéfices agricoles. Et donc une tolérance de comptabilisation, validation, pardon, un peu... validation ou plus tard à la date d'envoi de l'alias fiscale. Voilà, la date d'envoi de l'alias fiscale des écritures comptables. Donc c'est important pour nos confrères, donc il fallait en profiter. Ça veut dire que quand on est en tenue et pas en révision, on a la possibilité d'attendre au plus tard la date d'envoi de l'alias pour faire la validation des écritures, mais pas plus tard. Alors pour 2018, les bilans qu'on va clôturer ne sont pas concernés puisque c'est 2017. Ah bah c'est une tolérance générale. Soyons précis, oui. C'est une tolérance générale, hein, voilà. Donc c'est pas lié à l'ouverture d'un exercice, c'est une tolérance. D'accord. Ok. Il y a encore des sujets pendants qu'on réévoquera ensemble. Bon, je pense que tout ça va évidemment, pour le public qui est là, qu'il s'agisse d'entreprises, de consultants, de juristes, d'experts comptables, c'est quand même une affaire sérieuse hein, qui est là en place et pour laquelle vraiment nous vous invitons à consulter le site, poser vos questions et je pense qu'un groupe de travail permanent, une espèce d'observatoire qui va durer pas plusieurs mois, mais certainement plusieurs années, qui regroupera les parties prenantes, éditeurs, etc., qui aura une communication permanente avec l'administration, et je m'en félicite, puisque ça fait 2 ans au moins, ou plus,
que les contacts ont été mis en place avec l'administration, c'est quand même mieux que 2014, ça. 2014. 2014, voilà, et tu en as été Jean aussi. Voilà, et ça a permis, entre autres, d'aller dans cette idée de période de tempérance, de tolérance, et ça aboutit à cette charte. Ça ne signifie pas que, youpi, voilà, j'envoie un mail et je m'en occupe plus. Il faut faire attention. L'administration n'a pas l'habitude de prendre pour argent comptant, juste avec des arguments à la surface. Je crois qu'il faut avoir une démarche sincère, loyale, de mise en place. Après, bon, il y a aussi le quotidien, il y a des difficultés, donc il y a tempérance, mais quand même aussi de la part des utilisateurs, je ne parle pas pour les éditeurs, je n'en suis pas, les utilisateurs, les experts comptables, une vraie prise en main de cette problématique. Voilà. Merci madame, merci Marc, merci.